Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Sandrine Lagaron, chargée de prévention pour Aesio Mutuelle, qui vous propose aujourd'hui le webinaire Cœur de femme en partenariat avec la Mutualité française des Pays de la Loire. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Aesio Mutuelle, c'est une mutuelle, un acteur national de la protection sociale, mais aussi un acteur engagé en prévention avec pour objectif de permettre à nos adhérents et nos adhérentes d'être acteurs et actrices de leur santé. Alors c'est pour cela qu'on a créé Prévaisio, notre service de prévention, qui vous propose tout au long de l'année des actions distancielles comme des webinaires comme aujourd'hui, des bilans par téléphone avec des professionnels de santé et des cycles d'ateliers en distanciel pour agir plus précisément pour votre santé, mais également aussi des actions à distance en présentiel dans nos agences. Alors, notre programmation, elle est accessible sur notre site internet dans l'espace adhérent, dans la rubrique Prévaio sur la page Mes services. Et pour les webinaires qui sont accessibles au plus grand nombre, vous pouvez les retrouver sur notre site ensemble.aesio dans l'agenda. Alors, je passe tout de suite la parole à Brunhilde Duhoux de la Mutualité française Pays de la Loire qui va présenter ce webinaire, vous présenter nos intervenantes, le docteur Valérie Osler et Pascaline Gauvry, infirmière. Et moi, je vous retrouve en fin de webinaire pour vous présenter nos actions qui vous permettront d'agir pour la santé de votre cœur. Bon webinaire à tous, à tout à l'heure. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Brunhilde Duhoux, responsable projet à la prévention et promotion de la santé de la Mutualité française Pays de la Loire. La Mutualité française Pays de la Loire présente au niveau régional la Fédération nationale de la Mutualité française, qui rassemble la majorité des mutuelles et groupements mutualistes à but non lucratif, dont fait partie Aesio. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. On le sait trop peu. Et ce cycle, du coup, a été imaginé pour mieux comprendre les enjeux, partager les connaissances accessibles et encourager une prise de conscience collective. Donc aujourd'hui, nous donnons la parole à Madame Gauvry Pascaline, qui est infirmière de l'association ESS Cardio Plus, et de Madame Osler, qui est cardiologue, pour vous parler du cœur et spécialement celui de la femme et comment le préserver des maladies. Nous aurons ensuite 2 webinaires, le 6 octobre et le 8 et le 12 octobre, respectivement sur l'alimentation et l'activité physique, qui complétera du coup cette première introduction. Donc, le webinaire est aujourd'hui découpé en 4 parties. Donc, nous vous donnerons la parole à chacune de ces parties. Et sinon, il y aura toujours à la fin un temps dédié pour répondre à ces questions, du coup par le docteur Osler et par Madame Gauvry. Écoutez, merci de votre présence et je laisse la place à nos 2 intervenantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je suis donc Valérie Osler et avec Pascaline, on va vous présenter le cycle Cœur des femmes. Donc, on va faire la première partie sur le fonctionnement du cœur pour vous expliquer assez schématiquement comment ça marche. Une deuxième partie que tu développeras. Sur les maladies cardiovasculaires. Ensuite, on fera appel, on partira sur les périodes de vulnérabilité chez les femmes. Et puis tu finiras. On essaiera d'expliquer un peu comment diminuer les risques cardiovasculaires. Donc, le fonctionnement du cœur, on va faire ça de façon très simple. Donc, le cœur, en fait, c'est une pompe qui correspond au ventricule gauche. Et c'est aussi 100 km de canalisation que sont les vaisseaux, donc à la fois des artères et des veines. Donc, en fait, le but du cœur, c'est d'alimenter en oxygène et en nutriments tous les organes. C'est pour ça que c'est une fonction de pompe. Il va pouvoir distribuer à l'ensemble de l'organisme, que ce soit le cerveau et tous les organes, mais également en périphérie, l'oxygène et les nutriments. Donc, pour ce faire, le cœur, c'est une pompe qui va se contracter et se relâcher, qui va se remplir de sang pour pouvoir l'éjecter dans l'aorte et ainsi le distribuer à tous les organes. La fréquence cardiaque, c'est 70 battements par minute, BPM, ce qui correspond en fait au nombre de contractions et de relaxations du cœur.
Donc, la fréquence cardiaque moyenne, c'est 70 battements par minute, mais ça peut varier entre 60 et 80, voire un peu plus. Donc, au repos. Le sang, il est propagé dans les artères, hein, et c'est assez impressionnant, c'est 4 à 5 litres par minute de sang qui est éjecté à chaque cycle. Donc, le cœur est divisé en 2 parties. On voit que la partie rouge, c'est ce qui est le ventricule gauche. Donc, c'est vraiment la pompe du cœur. Et on voit, je ne sais pas, oui, je pense que vous avez le schéma. Est-ce qu'il y a un pointeur? Voilà. Donc, le ventricule gauche va éjecter dans l'aorte que vous voyez là, qui est vraiment le vaisseau principal du cœur. On va avoir ensuite une distribution aux artères du cerveau. Et puis, l'aorte redescend pour irriguer donc le foie, le rein et descendre dans les jambes jusqu'aux artères distales, donc jusqu'au doigt de pied. Donc le cœur gauche qu'on voit en rouge, lui sa fonction c'est contraction, c'est une pompe, c'est d'éjecter le sang. Et à l'inverse, le cœur droit qu'on voit en bleu, ça va être de récupérer le sang qui est appauvri en oxygène pour pouvoir, par le biais des poumons, faire du sang tout propre, tout riche en oxygène et pouvoir le distribuer via le ventricule gauche, donc à tous les organes. Bon, là, c'est un petit peu complexe, mais entre donc ce fameux cœur gauche, fonction pompe, qui va éjecter le sang, et ce fameux cœur droit qui va récupérer le sang qui est sale, entre guillemets, il va y avoir le système des poumons qui va pouvoir nous oxygéner notre sang. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, alors est-ce qu'on les fait maintenant ou après? Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Il y a une personne qui dit qu'elle ne voit pas le schéma. À ce moment-là, on pourra vous l'envoyer dans un second temps. C'est vrai que sans schéma, c'est compliqué, hein, c'est ça. C'est écrit en tout petit. Non, non, mais vous avez raison de le préciser. Merci, madame. Voilà. Pour l'instant, pas de questions. Je passe la parole à Pascaline. Du coup, on va traiter des maladies cardiovasculaires. Donc, vous verrez dans le diaporama, on peut parler de MCV, hein, c'est l'abréviation qu'on utilise. Donc, on va d'abord donner quelques chiffres et quelques repères. Comme disait Brunhilde en introduction, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme. On a tendance à penser que c'est par exemple le cancer du sein. On en entend beaucoup parler également. Mais aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires provoquent 8 fois plus de décès chez la femme que le cancer du sein. Les maladies cardiovasculaires représentent environ 75 000 décès par an, soit 205 morts par jour. Donc, ce n'est pas à négliger du tout. Voilà, près de 400 000 femmes sont hospitalisées par an suite à une maladie cardiovasculaire, dont 33% avant 65 ans. Et plus de 60% des infarctus chez la femme de moins de 60 ans sont attribuables au tabac. On va voir dans les facteurs de risque, effectivement, le tabac, c'est quand même l'ennemi public numéro 1. Que ce soit en général dans la population générale et chez la femme en particulier. Toujours sur les chiffres, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'une bonne hygiène de vie permet de réduire de 80% les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. On verra ça sur la 4e partie. D'autres petits repères, les infarctus du myocarde chez les femmes de moins de 50 ans ont triplé ces 15 dernières années. C'est vrai que dans le temps, je pense que les hommes fumaient beaucoup plus que les femmes, notamment, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. Enfin, c'est un peu équilibré. Et une femme sur 3 décède d'une maladie cardiovasculaire en France. Donc, on n'est vraiment pas sur des maladies à la marge. C'est un vrai combat qu'il faut mener. Donc, d'abord, une petite définition. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une maladie cardiovasculaire? Donc, une maladie cardiovasculaire, c'est les maladies qui regroupent l'ensemble des troubles qui affectent le cœur, les artères et les vaisseaux sanguins. Donc, les artères et les vaisseaux sanguins, on en a un peu partout dans le corps. Donc, on va vraiment se concentrer effectivement sur le cœur avec 2 maladies, l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde, mais également les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, qui font partie des maladies cardiovasculaires, mais également l'artérite des membres inférieurs. Donc, tout ce qui est lié aux artères dans les jambes font partie également des maladies cardiovasculaires dont on va parler. Donc, en préambule, quand même, il faut qu'on comprenne comment ces maladies peuvent survenir, par quel mécanisme.
Donc, l'idée derrière ces maladies, c'est que les artères du corps s'encrassent. Donc, on va parler d'athérome. L'athérome, c'est un dépôt de plaques riches en cholestérol sur la paroi interne des artères. Sur le schéma, vous voyez sur la gauche une artère saine, d'accord? Donc, une artère saine. Et ici, au milieu, on a ce qu'on appelle la lumière de l'artère. En fait, c'est un tuyau et le vide au milieu du tuyau, c'est ce qu'on appelle la lumière de l'artère. Donc, à gauche, une artère qui est saine, où on voit que les globules rouges, le sang, peut circuler librement. À droite, vous avez une artère malade, donc avec en jaune la plaque d'athérome, qui est donc un dépôt fait de cholestérol, de ces différents amas de cellules, il y a du calcaire également. Et donc, on voit que le fait qu'il y ait ce dépôt, eh ben, la lumière de l'artère, déjà, il est diminué. Et donc, dès lors que cette lumière de l'artère est diminuée et donc que le sang s'écoule plus difficilement, il va y avoir des premiers symptômes qui peuvent apparaître. C'est ça. On est tout à bon, fait, docteur ? ouais. C'est parfait. Très bien expliqué. Donc ça, c'est un deuxième schéma qui montre que l'épaississement des plaques d'athérome peut progressivement gêner la circulation sanguine et entraîner l'apparition de symptômes. Des douleurs, des vertiges, des essoufflements, de l'instabilité à la marche. On va revenir plus en détail. Et notamment, il y a 3 maladies cardiovasculaires qui sont les symptômes de cet encrassement. Donc, on a l'angor ou l'angine de poitrine. C'est une appellation peut-être un peu plus ancienne, l'angine de poitrine. L'accident ischémique transitoire et l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, qu'on résume en AOMI. Ça, ce sont les manifestations de l'athérome, donc le rétrécissement de la lumière de l'artère qui freine le passage du sang. Donc, l'angine de poitrine, c'est quand le sang circule mal au niveau des artères du cœur. Les artères du cœur, on appelle ça les artères coronaires. Donc, le cœur signale son manque d'oxygène par une douleur au milieu de la poitrine. Cette douleur survient le plus souvent pendant un effort ou lors d'un stress et cède au repos. C'est vraiment important, cette notion de survient à l'effort et cède au repos. De toute manière, en cas de symptômes de ce type, il faut prendre un avis médical rapide. Juste une petite parenthèse, il faut comprendre qu'au repos, en fait, même si la lumière de l'artère est rétrécie, ça circule quand même. Mais dès qu'on va se mettre en effort, en fait, le cœur, qui est un muscle, va avoir besoin de plus d'oxygène pour fonctionner. Et du fait de cet rétrécissement de la lumière, il y a moins d'oxygène qui arrive au cœur, d'où les symptômes qu'on appelle l'angine de poitrine, qui sont des douleurs dans la poitrine, qui est vraiment par manque d'oxygène. Et la caractéristique, c'est vraiment quand même cette douleur à l'effort et qui cède dès qu'on arrête l'effort. Ça, c'est vraiment caractéristique. Je vais passer, voilà. Alors, juste pour l'artérite... Non, mais j'y reviendrai, en fait, okay. Mais je trouvais que c'était plus logique, du coup, de parler de l'angine de poitrine, donc qui est vraiment le rétrécissement de la lumière de l'artère. Et il arrive que la fameuse plaque d'athérome dont on parlait tout à l'heure finisse par se rompre à un moment donné. Et ça entraîne la formation d'un caillot sanguin qu'on appelle aussi un thrombus, qui va venir carrément bloquer en fait la lumière de cette artère et empêcher le sang de circuler. On parle donc des artères coronaires au niveau de la surface du cœur. Du coup, si ces artères-là sont bouchées, le muscle cardiaque, qu'on appelle le myocarde, est complètement privé d'apport en sang, donc est privé d'apport en oxygène. En l'absence d'une intervention urgente pour désobstruer, pour retirer le caillot ou le dissoudre, une partie plus ou moins étendue de ce muscle va mourir en fait, donc sera détruite. Et ce muscle, finalement, c'est celui qui permet de faire fonctionner la pompe dont le docteur Osler nous parlait tout à l'heure. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle une crise cardiaque, mais on parle, pour être vraiment précis, d'infarctus du myocarde. Et donc, là où tout à l'heure, on préconisait quand même une intervention médicale rapide, un rendez-vous médical rapide, là, l'infarctus, on est sur une urgence vitale. Plus on agit vite pour désobstruer en fait l'artère qui est occluse, moins les conséquences seront graves pour le muscle cardiaque.
Donc, l'infarctus du myocarde, un certain nombre de symptômes à savoir reconnaître, notamment la différence avec l'angine de poitrine dont on parlait juste avant. Là où l'angine de poitrine, les symptômes disparaissent au repos, pour l'infarctus du myocarde, les symptômes ne disparaissent pas au repos. Ça, c'est un signe très important déjà. Il y a des symptômes, on va dire, vraiment typiques, notamment douleur au thorax, plutôt côté gauche, une douleur qui peut descendre dans le bras gauche et qui peut remonter vers la mâchoire. Une douleur souvent qui est une oppression, l'impression d'avoir la poitrine qui se serre. Ça, c'est vraiment les symptômes typiques. Après, il peut y avoir aussi d'autres symptômes associés ou non, des essoufflements. Et puis, on a quand même remarqué que chez la femme, en plus des symptômes type douleur thoracique, il peut y avoir des symptômes un petit peu plus frustres, on va dire. Ça peut être des étourdissements soudains, ça peut être plutôt des douleurs d'estomac, des nausées, des vomissements, des sueurs ou une fatigue vraiment inhabituelle. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire peur, c'est pas parce que vous vomissez ou que vous avez l'estomac qui brûle une fois, c'est pas forcément que vous êtes en train de faire un infarctus du myocarde. C'est des événements, on va dire, soudains, complètement inhabituels, qui doivent quand même amener à consulter s'ils sont associés à une douleur thoracique, quoi. Oui, tout à fait. En fait, on met le doigt sur le côté un peu atypique des douleurs, mais quand même avec un contexte particulier. C'est des symptômes qui sont quand même assez intenses. Et bien entendu, une nausée ou un vomissement dans un contexte de gastro-entérite, bon ben voilà, on élimine. Quelqu'un qui est migraineux, qui va avoir mal à la tête, pareil, il ne faut pas tout de suite penser à un infarctus du myocarde. C'est vraiment le contexte, l'intensité de la douleur et des symptômes, et puis quelquefois les symptômes précurseurs qu'on a pu ressentir avant, qui doivent aussi qui doivent aussi alerter. Voilà. Je vais faire juste un petit retour en arrière pour revenir donc sur l'artérite des membres inférieurs. Donc toujours cette artère qui s'encrasse au fur et à mesure. Le sang qui a plus de mal à circuler, on a vu quand ça se produit au niveau des artères du cœur, ça donne de l'angine de poitrine. Quand ça se produit au niveau des artères des jambes, c'est ce qu'on va appeler l'artérite des membres inférieurs, donc AOMI. Donc voilà, correspond à une obstruction partielle ou totale des membres inférieurs, qui peut atteindre une partie ou l'ensemble des membres inférieurs, pieds, jambes et cuisses. Bon, ça, c'est ce qu'on avait déjà dit. 90 à 95% des cas, l'artérite résulte de l'accumulation d'athérome dans certaines artères. Et les symptômes, voilà, ça va être comme au niveau du cœur, une douleur dans certains muscles de la jambe, ressemblant à une crampe musculaire, alors une grosse crampe quand même, qui survient à l'effort, de la même manière que l'angine de poitrine, plutôt à la marche, surtout en pente, et qui aura tendance à disparaître au repos, pour réapparaître à la prise de l'effort. Voilà. Et dans des cas, on va dire, extrêmes où les artères sont vraiment obstruées, on peut constater que le membre est pâle, froid, ce qui n'est pas le cas normalement. La caractéristique, c'est toujours ce côté effort, lié à l'effort. Et la principale localisation, c'est quand même la douleur du mollet. Une douleur du mollet qui survient à la marche et qui s'arrête dès qu'on s'arrête de marcher. Et d'ailleurs, pour la gravité de cette maladie, on mesure ce qu'on appelle le périmètre de marche, c'est-à-dire qu'on fait préciser au patient combien de temps il arrive à marcher jusqu'à ce que cette douleur du mollet apparaisse. Et en fonction du périmètre de marche, plus il est court, bien entendu, plus la maladie est avancée et plus c'est grave. Voilà la petite parenthèse. Et là, de la même manière, on ne l'avait pas précisé, mais si on en arrive à une douleur intense, un membre pâle, froid, c'est aussi une urgence médicale, bien sûr. Hop. Donc, on a parlé des artères du cœur, des artères des jambes. Pour finir, donc c'est la même maladie, c'est l'obstruction de l'artère, donc qui est privée d'oxygène et donc qui se manifeste par cette douleur, exactement les mêmes symptômes qu'au niveau des artères coronaires, qui sont les artères du cœur, sauf que là, ce sont les artères des jambes. Mais c'est ça, en fait, le mécanisme est le même, quelle que soit la localisation. C'est soit l'artère et la lumière est réduite, on commence à avoir des symptômes, et à un moment donné, ça se bouche, et là, c'est une urgence vitale. La même chose au niveau du cerveau. Je n'ai pas fait de diapo pour l'AIT, donc l'accident ischémique transitoire, mais là, il s'agit exactement de la même chose. Les artères du cerveau
sont obstrués par de l'athérome, le sang circule moins bien. Il peut y avoir un AVC, on va dire, transitoire, qui dure de quelques minutes à 1 heure, et les symptômes se résolvent tout seuls. Et quand c'est vraiment bouché et que ça ne se débouche pas tout seul, on parle d'accident vasculaire cérébral. Donc là, c'est une artère du cerveau qui se bouche. Donc il y a deux sortes d'AVC. Il y a l'AVC ischémique qui survient dans 85% des cas, là où vraiment l'artère est bouchée par un caillot, par une plaque d'athérome. Et l'autre situation, mais ce n'est pas le même mécanisme, c'est un vaisseau qui se rompt. Et là, on parle d'AVC hémorragique. Donc ça, c'est 15% des cas. Et donc voilà, l'AVC ischémique, c'est le même processus que celui de l'infarctus. Un caillot vient obstruer une ou plusieurs artères, provoquant des symptômes aigus et qui, si on ne vient pas déboucher cette artère, vont entraîner la destruction d'une ou plusieurs zones du cerveau si ces artères ne sont pas rapidement désobstruées. De la même manière que l'infarctus, si on ne débouche pas cette artère, elle va détruire le muscle du cœur. Et bien pour le cerveau, c'est exactement la même chose. Et donc, les symptômes typiques d'un AVC qui sont très importants à connaître. Alors, ça peut être des céphalées d'apparition brutale et intense. Là, encore une fois, à remettre dans le contexte, quelqu'un qui a des migraines habituelles, de toute façon, saura reconnaître si c'est le même mal de tête. Mais là, c'est vraiment un coup de poignard. Il peut y avoir des troubles visuels d'un côté, donc l'œil gauche qui fonctionne bien, le droit avec des mouches ou vraiment carrément une cécité, hein, on ne voit plus de cet œil-là. Ça peut être des étourdissements également. Et les symptômes les plus typiques, on va vraiment être sur une paralysie brutale du visage. Vous êtes en train de parler à quelqu'un et d'un coup, il a une partie du visage qui tombe. Ça va être une faiblesse brutale d'un bras ou d'une jambe, un bras qui ne répond plus, une jambe qui ne porte plus. Et ça peut être aussi des troubles de la parole. Vous discutez avec une personne et d'un coup, un seul, elle se met à baragouiner un jargon qui peut être incompréhensible. Ça, ce sont des signes, ces 3 signes: paralysie brutale du visage, faiblesse brutale d'un bras ou d'une jambe et les troubles soudains de la parole. Si l'un des 3 est présent, ça fait fortement penser à un AVC. Et là, on est de la même manière qu'un infarctus sur une urgence vitale. Il faut appeler le 15. Alors, contrairement aux 2 autres pathologies, on n'a pas du tout de notion d'effort là dans les AIT, mais c'est le caractère vraiment brutal des symptômes, même s'ils ne durent pas, qui doivent donner l'alerte. Voilà. Il y a toute cette notion de brutal et c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. J'aime bien cette expression, c'est un peu ça en fait. Tout va bien et l'instant d'après, voilà, le symptôme est là. Il n'y a pas de notion de progressif. Alors là encore, mais on y reviendra pour ne pas affoler tout le monde, ce sont des symptômes qui surviennent quand même sur un terrain particulier. Oui. Tout le monde ne va pas faire d'AVC, d'AIT, d'artérite et donc d'où l'intérêt de la prévention et du dépistage des maladies cardiovasculaires. Donc là, on vous explique les maladies, mais on verra que... C'est ça. Je rappelle que dans 80% des cas, on peut quand même jouer avant que ça se produise. Voilà. Donc, pas de panique. Hop. Alors, est-ce que... Oui, il y a des questions. Et des super questions. Une grosse crampe linguinale subite au repos n'est donc pas un signe? Non. En fait, effectivement, un signe d'artérite peut être cette douleur inguinale, donc qui est une douleur du pli de l'aine. Ça peut être également des douleurs de la fesse, mais il y a toujours le caractère d'effort. C'est-à-dire, si on a le diagnostic le plus courant quand on a une douleur inguinale, c'est quand même une sciatique. C'est au niveau des nerfs, c'est une compression du nerf, ce qui est le plus courant. L'artérite, c'est vraiment à l'effort. Et du coup, qu'est-ce qu'on appelle phlébite, thrombose? On a vu dans le premier schéma qu'il y avait la fonction pompe du cœur qui était distribuée à l'aorte et qui va à toutes les artères jusqu'au doigt de pied. Donc, ce qu'on appelle les thromboses, c'est vraiment thrombose, c'est le fait de boucher le vaisseau, indépendamment, artère ou veine. Mais on a vu que dans notre schéma, tout ce qui était rouge, c'était les artères. Donc là, en tout cas, les maladies cardiovasculaires dont on parle, c'est l'encrassement des artères, que ce soit l'artérite, la maladie coronaire ou l'AIT,
À l'inverse, la phlébite, ça va toucher les veines. Donc, c'est tout ce qui concerne le retour veineux. D'accord, très bien. Pas du tout la même pathologie. En fait, la phlébite, elle n'a rien à voir avec les facteurs de risque cardiovasculaires. La phlébite, c'est vraiment une atteinte de la veine. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut faire un AVC et un OAMI sans avoir de cholestérol avec une fibrillation atriale? Tout à fait. Un des mécanismes de l'AVC ou de la OMI dont on n'a pas parlé là, on a vu que dans la majeure partie des cas, c'est donc ce qu'on appelle la maladie athéromateuse, c'est-à-dire que l'artère est malade. Mais dans quelques cas, en fait, il peut y avoir un caillot à point de départ cardiaque du fait d'une irrégularité du cœur, ce qui s'appelle la fibrillation atriale. Et ce caillot peut migrer donc, dans tous les territoires qu'on a vus, soit au niveau du cerveau, soit au niveau des coronaires, soit au niveau des artères des jambes. Et effectivement, on peut avoir un AVC ou une artérite ou même un infarctus sans facteur de risque cardiovasculaire, mais il faut savoir que ces mécanismes-là sont quand même pas les plus courants. Oui, et puis ben, malheureusement, c'est ceux sur lesquels on ne peut pas jouer. Ça, c'est individuel, c'est constitutionnel, et là, on pourra faire ce qu'on veut. Ça peut survenir sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit, contrairement à l'athéro où on peut quand même essayer de diminuer le risque. D'accord. Est-ce qu'une embolie fait partie des problèmes cardiovasculaires? Alors, l'embolie pulmonaire, en fait, c'est une obstruction, mais des artères pulmonaires. Donc, en fait, pareil, c'est plutôt un problème veineux. En fait, quand on fait une phlébite, on a une veine du mollet souvent qui présente une thrombose, et cette thrombose peut migrer, ce caillot peut migrer jusque dans les artères pulmonaires parce que c'est le retour veineux, et donc ça se fait dans les poumons. Et l'embolie pulmonaire, c'est une obstruction des artères pulmonaires. Ça n'a rien à voir avec l'infarctus, mais par contre, ça peut aussi entraîner un infarctus des poumons. D'accord. Et vraiment... moi, j'avais une question. Oh, pardon, oui. vas-y. C'est deux choses différentes. En fait, il y a vraiment le côté artériel d'un côté, avec les maladies cardiovasculaires et tous les facteurs de risque. Et à l'inverse, il y a des pathologies veineuses, où ça, c'est vraiment un peu un cas à part. Il y a d'autres facteurs qui favorisent, et ce ne sont pas du tout les mêmes que les maladies des artères. Et moi, j'avais une question, par exemple, est-ce qu'il y a un lien, si une personne fait un AVC, est-ce qu'elle a plus de chances d'avoir une angine de poitrine? Est-ce que, du coup, on est plus vigilant sur les autres maladies cardiovasculaires, sachant qu'elles ont développé... Ouais. Alors, il faut savoir que on va énumérer tout à l'heure les facteurs de risque cardiovasculaire, et paradoxalement, on voit qu'en fonction de chaque territoire atteint, cerveau, cœur, jambes, ce ne sont pas du tout les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire. Mais c'est la même maladie. Donc, effectivement, quelqu'un qui va faire un AVC, on va être beaucoup plus vigilant pour essayer de dépister s'il n'y a pas un problème d'artère au niveau du cœur, quand elle n'aurait pas de symptômes. Et on fait toujours un bilan pour rechercher les autres territoires qui seraient potentiellement atteints. D'accord, merci. Même si ce ne sont pas les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire, on va voir qu'en fonction des pathologies, je ne sais pas s'il y a une diapo, mais on pourra en dire un petit mot effectivement après. D'accord. Avez-vous déjà évoqué l'hypertension artérielle chez les femmes nouvellement ménopausées? Alors, on va y venir sur les... On ne l'a pas encore dit, mais... Ouais. Ce sera après, je crois. Non, voilà, ça sera traité, ouais, on va en parler. On va traiter ça ensuite. Pour l'instant, pas d'autres questions. Ah si, il y a une personne qui... Ah non, c'est bon. Non. Ah oui, et les facteurs héréditaires. Oui, on va en parler après. Ah, on va en parler après. Okay. Ouais. Très bien. Donc, pas d'autres questions. C'est moi qui... Ouais. Donc, on va parler des périodes de vulnérabilité chez la femme. On va évoquer donc la contraception, la grossesse, la ménopause. Donc, la contraception, ça va concerner plutôt la pathologie veineuse dont on parlait tout à l'heure. Ça va augmenter quand même le risque de développer des phlébites, mais également, ça peut entraîner une augmentation du risque artériel. Et on va voir qu'en fait, les contraceptifs sont à base d'œstrogènes de synthèse, et ça favorise la coagulation du sang et la formation de caillots. Donc ça, c'est plutôt pour la pathologie veineuse, tout ce qui va être phlébite et embolie pulmonaire. Mais le cocktail cigarette plus contraceptif de synthèse, ça par contre, ça augmente le risque d'obstruction des artères. Et on voit que dès 35 ans, en fait, ça peut augmenter le risque de développer une maladie à la fois artérielle et veineuse.
En général, avant la mise en place d'un traitement contraceptif, le médecin traitant ou le gynécologue va poser tout un tas de questions, et notamment sur la consommation de cigarettes, et va mettre en garde en fait la patiente qui fume sur le risque accru de développer une maladie cardiovasculaire. Sachant en plus, c'est vrai que la contraception œstroprogestative favorise l'augmentation du mauvais cholestérol. C'est ça. Ouais. Donc, en général, il y a toujours un bilan biologique qui est fait pour voir quel est le taux de cholestérol, et on en profite également pour surveiller ce qu'on appelle la glycémie à jeun, mais on va en parler après. Et un suivi régulier sous contraceptif comme ça. La grossesse, en fait, la principale physiologie de la grossesse, c'est qu'en fait, il va y avoir une augmentation très importante du débit sanguin, puisque le cœur de la femme enceinte, on a vu tout à l'heure que c'était 4 à 5 litres de sang qui est éjecté par minute. Il va passer à 6-7 litres pour favoriser pour nourrir le fœtus et alimenter le placenta. Donc, on a une fréquence cardiaque qui est beaucoup plus rapide, et puis on peut avoir des petits signes à type d'essoufflement, de choses comme ça. Mais il faut savoir que les femmes enceintes, elles sont quand même globalement très bien suivies par les gynécos et les sages-femmes, et qu'en fait, le principal risque, ça va être surtout un risque d'hypertension artérielle qui peut se déstabiliser, de diabète, mais ça, en général, c'est très, très bien pris en charge, et indépendamment de ces problèmes-là, il n'y a pas vraiment plus de risques cardiovasculaires. C'est ça, si ce n'est de révéler des maladies, mais qui étaient ignorées, mais préexistantes. Ce n'est pas l'état de grossesse en lui-même qui va faire apparaître une maladie. Ça peut être un révélateur. Et donc, l'élément important, et sur quoi c'est très important d'insister, c'est la ménopause, puisqu'on sait que c'est une période de perturbation importante chez les femmes, et c'est là où il va y avoir une augmentation importante du risque cardiovasculaire qui est liée à la prise de poids, à l'excès de cholestérol, voire l'apparition d'un diabète. Donc, c'est très important pendant cette période de périménopause, avant que les signes principaux apparaissent, d'avoir un bilan de dépistage et savoir où on en est des facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, d'où l'importance du suivi médical. Voilà, donc ça, c'était sur les périodes de vulnérabilité importantes. Donc, on a vu la contraception, la grossesse un peu entre parenthèses, et puis surtout la ménopause et la périménopause. Et puis la ménopause, forcément, donc il y a des hormones qui régulent le cycle féminin. Au moment de la ménopause, les œstrogènes chutent. Et en fait, on sait que les œstrogènes naturels, pas ceux de synthèse, mais les œstrogènes naturels ont un rôle protecteur dans les maladies cardiovasculaires. Donc, avant la ménopause, on est un peu plus protégé que les hommes, a priori. Par contre, une fois la ménopause passée, là où le taux d'œstrogène chute, on revient à peu près à l'équilibre aussi avec ces messieurs. Il n'y a pas de questions sur cette partie, mais après, il y aura 2 questions qu'on vous répondra à la fin. Sur l'hypotension et sur alors, je vois quand même l'hypertension artérielle chez les femmes ménopausées, effectivement, oui, ça augmente le risque, effectivement. Il faut vraiment avoir une surveillance importante chez son médecin traitant. Pour l'hypertension artérielle, il n'y a pas forcément de signes cliniques. C'est vraiment en prenant l'attention qu'on le dépiste, mais c'est important d'être suivi sur ces périodes-là, justement. Pas d'autres questions, alors. Merci. Et donc, du coup, comme on vous le disait au début de la présentation, il y a quand même pas mal de leviers sur lesquels on peut jouer pour diminuer le risque de voir apparaître ces maladies cardiovasculaires. Et donc, notamment, en tout premier, l'activité physique. On le répète et on l'entend partout. Il est nécessaire, indispensable et même vital de pratiquer une activité physique régulière, au moins 30 minutes par jour. Alors, 30 minutes par jour, ça ne veut pas forcément dire aller s'inscrire à la salle et soulever des poids. Ça peut être juste de marcher, de privilégier la marche à la voiture sur des trajets courts du quotidien. Ça peut être de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur quand on en a la possibilité. Le jardinage, c'est de l'activité physique. C'est vrai que les gens souvent nous disent « non, je ne fais pas de sport ». Vous faites des choses à la maison? Oui, je jardine. Le jardinage, c'est une activité physique. Voilà, tout ce qui fait bouger est considéré comme de l'activité physique. Pourquoi il faut favoriser l'activité physique?
parce que ça permet ça permet de réguler le rythme cardiaque, qui améliore l'oxygénation du cœur. Et puis, le cœur, comme l'expliquait le docteur Rossler, en fait, c'est un muscle, c'est une pompe. Et comme n'importe quel muscle, le cœur, ça se renforce. Et donc, plus on a un cœur musclé, plus il est protégé aussi. Et puis, ça aide également à maintenir un poids de forme. Ensuite, il y a l'alimentation. Bon, ça, c'est pareil, on l'entend partout. Manger 5 fruits et légumes par jour. Très important de prendre son temps pour manger, de ne pas sauter des repas. Pourquoi l'alimentation, c'est essentiel? Parce que la surcharge pondérale, donc le poids trop important, augmente les risques d'événements cardiovasculaires. Très important également, le sommeil. Dormir au moins 6 heures par nuit et dans l'idéal, c'est des nuits de 7 à 8 heures. Bien sûr, privilégier un sommeil de qualité, sans écran au moins 1h30 avant, sans bruit et puis dans une pièce pas trop chauffée. Les températures recommandées, c'est 16-18 degrés. Et puis, on peut faire des micro-siestes au cours de la journée, 10 minutes après le repas. C'est le temps nécessaire. Si on doit être obligé de faire 2 heures de sieste dans l'après-midi pour se sentir mieux, si on se réveille déjà fatigué, tout ça, c'est autant de signes qui font dire qu'on n'a pas un sommeil de qualité et il faut se poser la question du pourquoi on n'a pas de sommeil de qualité. Et là, effectivement, on peut se rapprocher du médecin parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne dort pas bien, notamment l'apnée du sommeil, qui peut être là aussi un facteur de risque cardiovasculaire. Voilà. Pour diminuer le risque toujours, s'amuser, prendre du plaisir, ça c'est hyper important. Ça permet de diminuer le stress, qui, on le sait maintenant depuis un certain temps, est aussi un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Voilà. Et puis, docteur Rossler en parlait, suivi médical régulier, toutes les étapes de vie de la femme, en fait, comment je trouve plus mon mot, Valérie. Même avant la ménopause, en fait. Quand on arrive à la puberté, voilà. Dès lors qu'il y a l'instauration éventuelle d'une contraception orale, il faut un suivi médical régulier. Ça devrait être la première prise de conscience de la femme, justement, la mise en place de cette pilule œstrogestative, justement sur les facteurs de risque liés au tabac qui augmentent le risque, et puis se poser, savoir s'il y a des antécédents familiaux. Tout ça, ça permet de cibler quand même déjà les gens à risque, parce que les maladies cardiovasculaires, elles apparaissent quand même pas comme ça brutalement du jour au lendemain. Il y a quand même un passif et il y a des choses qu'on peut faire bien avant que ça arrive. Et c'est vrai que la chance qu'on a, nous, les femmes, par rapport aux hommes, c'est quand il y a des grossesses, on a quand même un suivi en France qui est plutôt bien établi. Donc, voilà, c'est très important, même pendant les grossesses, de bien se faire suivre. Et à la ménopause, effectivement, de ne pas lâcher ce suivi médical, au contraire. Voilà, toujours dans la diminution des risques, la consommation de sel qui ne devrait pas dépasser 5 grammes par jour. En pratique, il faut essayer de ne pas ressaler systématiquement ces plats. La deuxième chose, c'est que on sait aussi que les plats faut privilégier la cuisine maison, que tous les plats préparés sont vraiment très très riches en sel, et c'est important de savoir lire les étiquettes aussi des plats cuisinés et de regarder combien il y a de sel dans les plats. C'est normalement obligé de le noter, et des fois on se rend compte que c'est énorme sur une portion de plat. Donc quand on fait le cumul avec la consommation de la journée, ça peut très vite monter. Tout à fait. Et on sait maintenant, depuis un certain temps quand même, que le sel favorise l'hypertension artérielle qui n'est pas bonne du tout pour l'appareil cardiovasculaire. Le stress, j'en parlais tout à l'heure, donc voilà, qui est vraiment un facteur de risque cardiovasculaire. Donc après, c'est chacun sa méthode pour gérer le stress. On parle beaucoup, vous avez peut-être entendu parler de cohérence cardiaque. C'est plutôt à la mode. C'est les techniques de respiration vraiment faites pour abaisser la fréquence de respiration et qui va permettre de ralentir aussi la fréquence cardiaque.
et de limiter le stress. Du coup, c'est une technique de relaxation, hein, finalement, la cohérence cardiaque. Et voilà, qui permet d'essayer de gérer le stress au mieux. Alors ça, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. Ça, c'est individuel. Chacun peut trouver... Déjà, essayer d'analyser, savoir ce qui génère du stress, hein, et essayer pour chacun de pouvoir faire ce listing et de trouver des techniques. Mais ça peut être aussi sur la pratique d'une activité sportive qui permet aussi de se libérer la tête et de faire autre chose. Puis là, c'est d'une pierre deux coups. On limite le stress et on fait du sport. Fabuleux. Le tabac, donc éviter dans l'idéal de commencer à fumer. Voilà. Moi, je demande souvent aux patients à 90 ans, vous fumez? Non, non, bon, ne commencez pas. Il n'est jamais trop tard. Et il n'est jamais trop tard pour arrêter. Voilà, là, c'est pareil. On le sait, c'est pas simple d'arrêter de fumer. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, hein, surtout à son médecin traitant. Il y a des infirmières aussi qui aident au sevrage tabagique, son pharmacien aussi qui peut tout à fait être une aide. Voilà. Et puis la consommation d'alcool qui doit être tout à fait occasionnelle, puisque l'alcool aura tendance à augmenter la tension artérielle. Voilà, et elle peut provoquer des troubles du rythme cardiaque aussi. Et c'est tout pour nous. On attend vos questions. Dans cette partie, oui. Alors, dans cette partie-là, il n'y a pas forcément de questions. Il y avait plus de questions généralisées, surtout le déroulé du coup. En fait, je voulais juste insister aussi sur, depuis tout à l'heure, on parle des maladies cardiovasculaires, mais les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, on va les évoquer. Je crois qu'il y avait une question, il y a quelqu'un qui parlait de l'hérédité. Effectivement, l'hérédité coronaire, malheureusement, ou l'hérédité des maladies cardiovasculaires, c'est le seul facteur sur lequel on ne peut pas agir. Mais par contre, ça doit donner l'alerte pour que les patients qui, dans leur famille, ont eu un papa, une maman ou un frère, une sœur qui a fait un accident précoce, puissent avoir une consultation et faire un dépistage, parce que c'est important, c'est des gens à risque. Alors, ce n'est pas l'infarctus de la grand-mère à 80 ans, mais c'est si son papa ou sa maman a fait un infarctus ou un AVC précoce. C'est très important que ces femmes puissent avoir accès à un dépistage généralisé. Donc ça, c'est le seul facteur de risque cardiovasculaire qui est non modifiable. Et les autres, principalement, on a parlé, c'est le tabac, l'hypertension artérielle, le taux de cholestérol et ce qu'on appelle la glycémie à jeun ou le diabète, et donc, bien entendu, le poids. Et petite question, vous conseillez de faire des analyses sanguines une fois par an à peu près, arrivé à la ménopause? Alors, non, on conseille donc à chaque changement de hormonal de la femme, donc pendant à la mise en place du traitement progestatif, donc ça, capital de faire au moins un dépistage du cholestérol, une glycémie à jeun, parce que souvent on n'a pas d'autre bilan après. Après, pendant la grossesse, on est suivi aussi au niveau principalement de la glycémie, puisqu'on sait que la glycémie, elle peut varier pendant la grossesse. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Il peut y avoir du diabète gestationnel. Donc ça, en général, c'est très bien pris en charge. Et puis voilà, après, c'est consulter avant la ménopause pour faire un bilan, savoir où on en est, parce que c'est là où on peut mettre en place des choses pour justement modifier certains facteurs. Là, il y a une question. On n'a pas de cholestérol. Si on ne change pas d'alimentation, si on continue à faire du sport, si on ne prend pas de poids, il y a peu de risques que ça varie. Par contre, si on a des antécédents de diabète dans sa famille, c'est quand même important de le faire peut-être un peu plus souvent. Mais ça, c'est le médecin généraliste qui doit guider justement sur la fréquence des analyses. Est-ce qu'il faut s'inquiéter si un côté de la bouche s'affaisse sans douleur de temps en temps? Est-ce que ça peut être un risque d'AVC? De temps en temps, combien de temps? C'est sûr que ça peut être des fois des manques de magnésium ou de choses comme ça, mais c'est vrai que si c'est récurrent, si c'est quelque chose... Ça peut être des migraines, il y a des migraines, ce qu'on appelle avec aura, des fois qui peuvent faire ça. Ça nécessite quand même qu'on s'en inquiète, oui, de toute manière. Après, c'est pas vraiment un AVC, mais c'est pas normal d'avoir la bouche qui s'affaisse de temps en temps sans aucune raison. Moi, j'ai une question parce que des fois, les personnes qui sont anxieuses peuvent ressentir, ont une attaque de panique.
Est-ce que du coup, c'est facile pour un médecin de faire la différence sur place entre une attaque de panique et un infarctus finalement, puisqu'on pourrait avoir les mêmes symptômes, Bah, l'accélération du cœur, la etc. difficulté Donc, du est-ce qu'on diagnostic, donc peut déjà voir un peu une différence comme ça? le contexte, en fait, quelqu'un de 30 ans qui va faire une attaque de panique et qui n'a pas de facteur de risque, c'est peu probable que ce soit un infarctus. Il faut toujours tout remettre dans le contexte. Il y a la personnalité de la patiente, quelqu'un d'anxieux va effectivement des fois ressentir des oppressions, mais toujours quand même dans un contexte particulier, soit parce qu'il y a un stress qui va arriver, soit parce que voilà, il faut toujours déjà tout bien remettre dans le contexte, parce qu'effectivement, toutes les oppressions thoraciques, on ne peut pas les voir, et fort heureusement, ce n'est pas toujours ni de l'angine de poitrine ni des infarctus. Donc déjà remettre dans le contexte. Et puis après, voilà, c'est surtout ça, quoi, le message à faire passer. Et puis, le cas échéant, sur une consultation médicale, il y a l'électrocardiogramme, donc le fait d'enregistrer l'activité électrique du cœur, qui, en cas d'infarctus, sera modifié. Donc, voilà, si on en arrive à pousser l'exploration, oui, les médecins peuvent tout à fait faire la différence entre une crise de panique et un événement cardiaque. Il y a une personne qui a récemment passé une échographie cardiaque et la numération globulaire complète était normale. Mais elle a toujours des palpitations cardiaques et une oppression thoracique. Qu'est-ce qu'elle peut faire du coup? Là, c'est difficile en consultation comme ça. Je pense que si elle a déjà eu un bilan avec une échographie cardiaque et tout un bilan rassurant, effectivement, quand on n'a rien de palpable, c'est que voilà, il y a des fois, c'est vrai que ça peut être le stress qui génère et qui peut mimer effectivement toutes les pathologies cardiovasculaires. Après, la difficulté, c'est justement de ne pas passer à côté d'un problème cardiaque, mais la majorité quand même des symptômes, c'est souvent quand même le stress et l'anxiété, quoi, qui est difficile à quantifier et puis qui est vraiment très présente, quoi. Quelle incidence possible sur l'hypothyroïdie? L'hypothyroïdie, en fait, c'est la thyroïde qui fonctionne pas bien. Puis la thyroïde, elle envoie pas mal d'informations. C'est une hormone qui génère pas mal d'autres organes. Donc, ça peut entraîner une prise de poids. Donc, par ce biais, ça peut dérégler la glycémie ou ça peut provoquer du cholestérol. Et puis, ça fatigue. Mais c'est vrai que il faut corriger cette hypothyroïdie pour être mieux. Mais voilà, c'est important parce que des fois, chez les patients qui ont des hypothyroïdies, on peut avoir des taux de cholestérol très, très importants. Et le fait de corriger ce dysfonctionnement thyroïdien, les choses rentrent dans l'ordre. Alors là, il y a plein de questions qui arrivent. Est-ce qu'il y a une différence entre sclérose et sténose aortique? C'est la même chose en fait. La sclérose ou la sténose, ça veut dire le rétrécissement. Et donc, on peut avoir effectivement des rétrécissements de l'aorte. Et des extrasystoles? Alors ça, c'est un petit peu indépendant de notre sujet. Nous, on a vraiment ciblé les facteurs de risque et les maladies cardiovasculaires. Donc, les extrasystoles, c'est plutôt un problème de rythme cardiaque. Donc, il faudrait effectivement faire un sujet en entier sur ça. Je pense qu'elle répondait en fait à une personne plus haut. Ouais. Ah oui, pardon. D'accord, pardon. Bien vu. Pour l'instant, il y a des questions qui arrivent. Plutôt des remerciements, j'ai l'impression. Des remerciements. Donc, merci mesdames. Donc, je vous ai partagé les liens des ateliers Cœur de Femme. Le premier, il a lieu le 6 octobre, donc qui sera dédié à l'alimentation. Donc, on ira plus loin sur ce sujet pour vous permettre de tout savoir sur une alimentation protectrice pour votre cœur. Deuxième atelier le 13 octobre sur l'activité physique. L'activité physique, c'est vraiment très important pour toutes les maladies, mais aussi pour le cœur. Et puis, on vous propose également un cycle à distance de 9h30 à 10h30 chaque mardi à partir de mardi 7 octobre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce cycle d'atelier également. Et que ce soit pour ce cycle ou pour l'atelier du 13 octobre, pensez à prendre une tenue confortable, une petite bouteille d'eau et aussi une chaise pour parfois vous équilibrer pour faire des mouvements. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, mesdames? Il y a une personne qui dit: à la demande de ma généraliste, j'ai pris un rendez-vous chez un cardiologue, mais il faut 1 an d'attente pour l'avoir.
Et en attendant, elle a des vertiges et des chutes de tension. Du coup, qu'est-ce qu'elle doit C'est faire? c'est vrai qu'on cible beaucoup le rôle des médecins traitants pour la prise en charge et faire le dépistage en amont. Il y a beaucoup de choses que le médecin généraliste peut faire, hein. Surtout sur les chutes de tension et les choses comme ça. C'est vrai que le cardiologue va pas forcément toujours non plus. Enfin, non, on est vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a un gros problème de consultation et de démographie. On n'est pas nombreuses. On a beaucoup de nos collègues qui partent en retraite et on a une surcharge de travail énorme. On a des délais très très longs et c'est vrai que c'est un peu dommage d'en arriver là. Mais il faut essayer déjà de cibler les gens à risque et essayer avec le médecin traitant de résoudre. Après, nous, on est toujours disponible pour les urgences via le médecin traitant. On a mis en place avec nos correspondants vraiment des créneaux dédiés aux urgences pour les patients qui ont vraiment beaucoup de symptômes pour ne pas les laisser longtemps dans la nature sans réponse. Il y a une personne qui demande si c'est possible de poser des questions plus personnelles après ce Zoom. On n'aime pas trop faire de consultation à distance et c'est compliqué de faire de la téléconsultation en fait, quand on n'a pas l'ensemble du dossier. Donc je dirais non. D'accord. Après, ce sont plutôt des inscriptions sur le 13 octobre. Ouais, donc ça, voilà. Donc je vous mets également si vous voulez communiquer avec nous et si vous avez des difficultés pour vous inscrire, je vous mets notre adresse mail à laquelle vous pouvez écrire. Voilà. L'adresse de Prévaisio, notre service de prévention. Et on a abordé le stress, on a abordé l'alimentation. Sachez que donc la mutuelle, quand vous êtes adhérent, évidemment, vous propose d'échanger, d'avoir un entretien individuel avec un professionnel de santé. Alors, on a des ateliers pour faire le point sur l'alimentation, sur son stress, sur son sommeil, sur sa mémoire. Donc ça, c'est offert à nos adhérents et vous avez toute la programmation de ces créneaux qui sont dans votre espace adhérent, dans la rubrique Prévaisio sur la page Mes services. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, ça s'appelle alimentation, je fais le point, stress, je fais le point. Et on vous parlera de techniques adaptées à vos situations personnelles. Et je pense qu'on a terminé. Je ne vois plus trop d'autres questions. Ouais. Voilà, je vais voir donc cet atelier du 13 octobre qui est complet. Peut-être qu'on avait mis un nombre d'inscriptions maximum. Donc, on va voir pour l'ouvrir davantage. Et puis, en tout cas, je vous remercie Brunhilde, je vous remercie docteur Osler et Pascaline aussi pour toute votre présentation qui était très claire, très simple et très accessible et qui a généré pas mal de questions. Voilà, vous aurez bien sûr, si vous êtes inscrit, accès au replay et vous allez recevoir également un petit questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à aller sur le replay pour revoir les réponses apportées par Pascaline et le docteur Osler. Et puis, et merci d'avance pour vos réponses au questionnaire. Merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. En fait,